Mesdames et messieurs, il est parmi les rares qui osent lever la voix pour donner leurs opinions en cette période charnière de notre histoire politique en RDC. Lui, c'est le député national, Patriache Lola. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux et bonne année, particulièrement à vous qui me recevez et à tous nos amis de Télé 50 et particulièrement aussi à Jean-Marie Kassamba qui est le DG. Merci beaucoup pour tous ces vœux. Et tous ces vœux nous vont droit au cœur. Nous sommes réellement réconfortés parce que vous nous aimez. Vous et vous tous qui êtes devant vos écrans pour suivre cette chaîne que vous aimez, que vous adulez. Merci surtout avec le plébiscite de la rédaction des Télé 50 comme meilleur journal. Pourquoi pas? Parce qu'il y a un travail d'équipe qui se réalise. Nous allons nous rendre à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, la thématique de cette tranche et l'invité du matin d'aujourd'hui, nous allons aborder la problématique ayant très sûr les enjeux RDC, les enjeux de 2020. Qu'est-ce qui attend la République démocratique du Congo en 2020? Parce que la continuité de l'État oblige, il faudra résoudre nos problèmes, résoudre tout ce qu'il y a comme enjeu en vue de pouvoir asseoir la marche de la République. Il se présente cette problématique. La mise en place d'un nouveau bureau, un nouveau bureau de l'Assemblée nationale, après la déchéance de Mabunda, l'union sacrée pour la nation, la gestion des ambitions. La question se pose. Conférence des gouverneurs institutionnelle, confirmée et reconnue par la Constitution de la RDC. Est-ce que la conférence de président reste encore dans sa ligne droite comme le veulent les constituants où il y a des enjeux politiques derrière? Et on va chuter avec la problématique de la reprise des cours conditionnée par la Covid. La reprise des cours et la Covid. Alors, Patriache Lola, à quand l'élection de nouveaux membres, de nouveaux présidents du bureau de l'Assemblée nationale? Bon, il est vrai et certain qu'aujourd'hui, le premier bureau, c'est ici, je pense, au bureau de l'honorable président honoraire Janine Mabunda, qui est déjà sortant, et maintenant, parce que nous sommes dirigés par les doyens d'âge, qui, justement, c'était vers la fin de la session, qui devait nous amener à ces élections. Malheureusement, le temps s'est imposé pour que cette session, qui était session ordinaire, s'arrête par la loi, et finalement, ça n'a pas été lié. Et aujourd'hui, nous sommes là à l'attente d'une session extraordinaire qui doit se convoquer incessamment parce que les bureaux d'âge, vous avez suivi comme moi, a des prérogatives lui attribuées par la Cour constitutionnelle et qui doit s'évacuer dans un délai bien prévu. Donc, un délai plus ou moins des mois. Probablement à la fin de la première semaine du premier mois de l'année prochaine, il pourra y avoir la convocation de cette session extraordinaire pour permettre à l'Assemblée nationale d'avoir un nouveau bureau. Et comment se présentent les enjeux? Les enjeux, c'est clair. Les états-majors se bousculent. Et aujourd'hui, en général, c'est deux blocs. Nous avons le bloc FCC, qui reste encore fidèle à l'autorité morale, le président honoraire Joseph Kabila, que je salue en passant et présente des vœux les meilleurs et bonne année 2001. Et de l'autre côté, nous avons l'union sacrée qui est un nouveau vent qui souffle et qui s'articule pour essayer d'avoir cette majorité pour pouvoir permettre, entre guillemets, au président de la République
que je salue aussi en passant et présentant aussi les meilleurs vœux et bonne année, en la personne de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Et voilà, maintenant, je dirais, c'est une lutte entre les deux camps, pour savoir qui va remporter. C'est les urnes. C'est les urnes qui vont déterminer, parce qu'aujourd'hui, certains ou quelqu'un peut s'arroger le pouvoir de se plébisciter ou bien de dire ce qu'il pense, mais pour nous, nous savons que la dernière décision, c'est celle qui proviendra des urnes le jour J, le jour où les députés vont jeter les bulletins dans les urnes, et après le dépouillement, c'est alors qu'on saura qui est le président du nouveau bureau. Mais pour nous les députés, parce que je suis député, ce qui est important, c'est l'acte d'avoir un bureau qui va se soucier d'abord de nous les députés et penser au peuple congolais. C'est ça. C'est ainsi que les jeux, ce n'est pas comme beaucoup sont en train de penser entre les deux personnalités, mais les grands enjeux, c'est entre les personnalités que chaque camp va présenter aux députés. Donc, ici, la victoire ne va pas se définir par rapport à tel ou tel camp, mais tout dépendra du cursus, du portrait robot de la personne que chaque camp devra présenter. Les portraits robots n'influencent pas les députés. Ça, j'aimerais que je sois clair là. Les portraits robots, vous savez, même si aujourd'hui, tout ce que nous avons connu avant cette législature, ce que nous venons de connaître, c'est à cause de ces portraits robots. Les portraits robots, donc ici par robot, je vois une personnalité très connue, une personnalité évidente, c'est ça. Ce que vous voudriez, ce que vous faites entendre par portrait robot. Mais moi, j'ai toujours... Ici, je voudrais faire comprendre que tout dépendra de la personne qui va incarner des valeurs reconnues par ses collègues, quelqu'un de rassembleur, quelqu'un qui sera à l'écoute des autres, quelqu'un qui va jouer pour la stabilité des institutions. Comment ça revient à ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire la balle sera du côté de la personne qui va attirer la majorité des députés. Et ici, la majorité des députés, là, ce n'est pas parce qu'il est dans tel ou dans tel autre cas, dans tel autre camp. Mais la majorité, en sens qu'il faudrait retenir dans les 500 députés, la majorité des députés n'ont pas cette carrure ou caricature des robots. Ce sont de nouvelles personnalités politiques qui, en majorité, commencent ou inaugurent leur vie politique et ils sont en face de plusieurs difficultés, ainsi de suite. Mais s'ils trouvent quelqu'un qui peut les accompagner dans le reste de la législature, je crois que c'est autour de cette personnalité que les députés vont se plonger pour essayer de sauver leur mandat. Parce qu'aujourd'hui, on peut, je ne vais pas rejoindre tout ce que j'entends parler et parfois même les députés, par inadvertance, disent n'importe quoi. Le vote est secret et on ne vote pas parce qu'on a été soit soudoyé, ainsi de suite. Ce qui motive les députés, nous sommes de la deuxième institution de la République et nous devons d'abord nous respecter nous-mêmes. Et que, parce que nous faisons partie de cette grande institution, les enjeux ne sont pas sur les biens matériels ou sur les finances. C'est d'abord sur la moralité des personnes qu'on va nous présenter et que si ça nous inspire confiance, c'est alors que nous allons nous lier autour de cette personnalité. Voilà. Voilà. C'est bien dit. Oui. Donc, il faudra attendre et les états-majors ont tout intérêt à faire le bon choix. Oui, nous attendons parce que jusqu'alors,
il n'y a pas un camp qui a présenté officiellement ses candidats ou la candidature de ces candidats. Mais nous attendons, nous savons qu'à un moment donné, une fois que l'acte de convocation sera publié par les bureaux, et c'est à ce moment que les gens vont se bousculer parce que vous savez que le Congo, c'est une jambon le soir. Il faut attendre que tout soit prêt, c'est alors que les gens vont se mettre au rythme. Mais c'est ça le cadre où nous allons fonctionner pendant la session extraordinaire. La session sera là et la lutte plus sur les personnalités qu'on va devoir nous présenter. Les violents doivent s'accorder. Ici, nous avons vu que le chef de l'État a organisé des consultations. Il y a eu le bureau Mabunda déchu à l'Assemblée nationale. Les événements politiques s'ensuivent. Maintenant, il faudra gérer ce qui arrive dans l'Union sacrée pour la nation. Il y en a beaucoup qui sont partis et la gestion des ambitions devra être effectuée avec beaucoup de parcimonie. Sinon, on risque de perdre le Nord. Oui, je tiens à souligner clairement ici que le départ de l'honorable Jeanine Mabunda n'est pas une exclusivité des consultations du président de la République ou de l'Union sacrée. Je suis député et j'en sais quelque chose. Les consultations, la volonté du président de la République qui fait que les choses puissent s'organiser de la manière qu'il veut, c'est une autre chose, mais le départ est conditionné par les mécontentements de la majorité des députés qui constituent l'Assemblée nationale depuis très longtemps. Donc cette situation habitait le cœur des députés. Les consultations à l'Union sacrée est venue tout simplement ouvrir la porte pour accomplir l'action. C'est ainsi que la suite des événements, ce n'est pas facile. Parce qu'on doit retenir que le bureau est tombé parce que la majorité des députés n'en étaient pas d'accord. La gouvernance, d'après une bonne partie des députés, n'était pas saine. C'est pourquoi on s'est permis d'aller jusqu'à ce niveau. C'est ainsi que j'ai dit, donc, c'est les personnalités qu'on va devoir nous présenter qui joueront pour savoir à qui accorder notre confiance. Et l'Union sacrée est là, et ça doit continuer à vivre. Vous savez que nous sommes dans un pays de jeune démocratie et tout est possible. Tout est possible. Vous allez vous rappeler, aux États-Unis récemment, c'est un pays de vieille démocratie. Et je disais que vous allez vous rappeler là où Trump voulait amener le pays si il n'y avait pas, je dirais, des fondements dits ou des verrous. Trump était sur le point de faire écrouler une vieille démocratie. Et nous, chez nous ici, c'est quoi? Il faudrait être, je dirais, dynamique. Ne pas être trop extrémiste parce que ça va encore compliquer les choses. La situation dans laquelle on se trouve, l'Union sacrée est là du fait que le président de la République a son mandat. J'espère, parce que c'est son idéologie, c'est son idée, alors il est obligé d'aller avec ça jusqu'au bout. Ça va continuer, mais maintenant c'est la gestion des ambitions. Est-ce qu'on s'y adhère pour exercer des ambitions ou pour aider au président de la République d'accomplir son mandat? Si nous allons, parce que nous devons exercer, concrétiser nos ambitions, une fois que ces ambitions ne nous sont pas accordées, qu'est-ce qui va advenir? Ce sont des questions à se poser. Mais si on y va pour apporter l'épée qu'on a au président de manière à lui permettre
de bien conduire le pays, c'est normal. Donc, ce sont des choses qu'on doit se poser parce qu'à un moment donné, si les motivations ne sont pas claires, ne sont pas les mêmes, quelque part, on sera bloqué. Mais nous disons que les gens, surtout les acteurs politiques, commençons par les chefs des partis politiques, des regroupements politiques, et nous les députés nationaux, parce qu'il y a les instances qui, je dirais, les institutions politiques qui participent à la manœuvre de cette situation. Vous prenez l'institution comme président de la République, vous prenez l'Assemblée nationale et les responsables des partis politiques. Ce sont les personnalités qui doivent s'employer pour offrir les meilleurs et permettre à la République d'avancer. Alors, si nous ne le faisons pas, nous préconisons d'abord nos intérêts personnels et à ce moment, nous faisons courir un danger à notre République. Parce que les Romains disent, lorsque les intérêts publics s'opposent aux intérêts particuliers, la République court un danger. Voilà. Alors, la République court un danger. Vous avez parlé de la jeune démocratie. Cette jeune démocratie, oui, doit tituber un moment pour consolider ses jambes, raffermir ses jambes pour aller plus loin. Et on constate qu'il y a quand même beaucoup de soucis, beaucoup d'analyses, beaucoup de faits marquants et beaucoup de choses qui sont analysées d'une manière ou d'une autre dans le respect ou non de la Constitution. On parle de la conférence du gouverneur qui a eu à Kinshasa. Tous les gouverneurs ont répondu, même ceux qui ont été sous le coup d'une motion de défiance. Oui, avant d'en parler, la conférence des gouverneurs, c'est constitutionnel et nous félicitons le président de la République pour avoir cette volonté de rendre périodique la conférence des gouverneurs. C'est une bonne chose. Mais la chose la plus fondamentale, la question fondamentale que l'on doit se poser, c'est est-ce que cette conférence s'est tenue conformément aux lois de la République ou en d'autres termes, qui est appelé à prendre part à cette conférence des gouverneurs? C'est ça la question à se poser. Tenir périodiquement la conférence, parce que j'ai suivi, même dans la recommandation des gouverneurs, ils demandent que ça soit tenu trimestriellement, oui, mais qui doivent y participer. Parce que nous sommes dans une république. Quand je parlais d'un pays de jeune démocratie, ne signifie pas qu'on doit tout casser. C'est-à-dire nous devons consolider les acquis de la démocratie. Et qu'aussi aujourd'hui, on a institué la conférence des gouverneurs, signifie que c'est les constituants qui a souhaité que ça soit ainsi. Mais ces mêmes constituants connaissent aussi les provinces comme une entité. Et dans la province, nous avons des institutions politiques, dont l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Mais chaque institution a son rôle parce que le pouvoir arrête le pouvoir. Et lorsqu'une assemblée prend une décision, et là c'est constitutionnel, de déchoir un gouverneur, il ne revient pas à quiconque de dire que c'est de manière irrégulière, si ce n'est pas à la justice. Nous avons les cours d'appel et nous avons les hautes cours. Mais quand un gouverneur déchire, sans que les cours puissent nous dire de quoi s'agit-il, maintenant c'est n'importe qui. Soit la presse du gouverneur, soit le VPM, soit qui dira non, la motion n'a pas été régulière. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, nous, on n'a pas reproché au président de la République, mais nous reprochons à ses services. Un gouverneur déchu ne peut pas prendre part à la conférence des gouverneurs aussi longtemps que la justice n'a pas encore tranché. Nous sommes
nous, on se veut un pays, donc un état de droit, et on doit quand même commencer à respecter des lois que nous avons nous-mêmes adoptées. Mais quand nous voyons tout ce monde, au moins 6 ou 7 gouverneurs étaient là, que moi j'appelle les anciens gouverneurs. C'est ainsi que je salue même les présidents de l'Assemblée de Sud Kivu, parce qu'il a eu le courage de montrer le pouvoir, lui, accordé par la Constitution. Ce n'est pas au vice-premier ministre de donner des ordres aux institutions telles que l'Assemblée provinciale pour dire vous ne pouvez pas statuer ou de surseoir des motions. Et comme ils avaient débattu de la motion, et ici nous félicitons aussi le gouverneur du Sud Kivu qui, à l'issue de la motion, il est resté, il n'a pas été éjecté. Voilà, c'est ça la démocratie. Mais ailleurs, on introduit une motion, ce sont les messages qui vont surseoir une loi. Nous sommes dans quelle république? Ce sont des gens qui rendent tâche difficile au président de la République, alors que ces derniers s'emploient pour servir des meilleurs aux Congolais. Ce n'est pas normal. Même la recommandation, sa dernière recommandation par rapport au gouverneur, c'était pour les caresser, pour dire on va surseoir les motions pendant 2 ans. Les motions sont dans la Constitution. Et si vous prenez la loi de libre administration, les motions de défiance et de censure sont prévues. Et vous allez les suspendre pendant 2 mois par un message téléphonique ou par un arrêté. C'est inconcevable. Donc c'est le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur a utilisé une manière pour caresser les gouverneurs. Mais je sais que Ituri, même si ce n'était pas dans la légalité, ils ont fait des choix, les gouverneurs. Et moi, je vous rassure que dans les jours qui suivent, si les gouverneurs ne se comportent pas comme le veut la loi, ils vont continuer à recevoir les motions des assemblées provinciales parce que c'est constitutionnel. Mais les services du président de la République doivent faire preuve de la maturité et de la bonne volonté. Quelqu'un qui vient d'être déchu ne peut pas être rapproché par les services de la plus haute hiérarchie de la République. Donc, ça nous déshonore. Tout cela revient à dire qu'il faudra réellement réfléchir pour la matérialisation de l'état des droits. Respecter l'état des droits, c'est respecter les textes. Oui, l'état des droits est là, mais la grande question, c'est de faire en sorte que le président de la République trouve des bons collaborateurs pouvant lui permettre à faire très bien son travail. Voilà. Alors, on va terminer cette émission avec cette question. Les enfants sont allés en congé de fin d'année prématurément parce qu'il y avait la Covid. Et à quand la rentrée, on ne sait pas encore. Est-ce que la Covid va encore déranger l'année scolaire? Parce que vous êtes un spécialiste de l'éducation. Est-ce que, après avoir analysé, vous pensez qu'il sera mieux de contenir les enfants à la maison même après les fêtes, parce qu'il y a Covid? Crispin, notre souci, c'est de savoir, je l'avais dit ici, Covid peut nous accompagner parfois pendant 10 ans, 30 ans. Et là, on risquera de dire, 10 ans, 30 ans, il n'y a pas de cours chez nous parce qu'il y a Covid. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, est-ce que Covid est dans la même ampleur à travers toute l'étendue de la République? C'est ça, parce que ça revient à corroborer avec ce que je disais, ceux qui entourent le président de la République. Parce qu'ils cherchent un appui que cette décision soit endossée par le président pour avoir beaucoup de vigueur. Est-ce que la Covid, chez moi, à Bokungo, à Djolu, Bwende, Dissala, ainsi de suite, c'est de même ampleur qu'ici à Kinshasa.
Je dis non. Alors pourquoi fermer les classes partout en même temps? Vous savez, quand vous prenez les pays comme Afghanistan, il y a eu la guerre et il y a encore la guerre pendant plus de 20 ans, 30 ans. Ici, nous avons une guerre comme une maladie. Et que si ça peut aller avec nous 10 ans, 30 ans. Donc, on va fermer les classes pendant 10 ans, 30 ans. Je crois donc la meilleure façon d'administrer, c'est de prévenir et anticiper. On devait ou on doit faire un effort de faire en sorte que, à la date du 5, avant les 5, dans les provinces où il n'y a pas assez de malades, où il n'y a pas assez de contaminations, qu'on laisse les enfants étudier avec le respect strict des mesures de barrière. Et s'il y a encore un problème ici, l'augmentation dans la province de Kinshasa, Lubumbashi ou Congo central, c'est à ce moment qu'on peut resserrer les taux et pouvoir attendre si ça va diminuer et laisser les choses avancer. J'avais donné un exemple ici, l'année 1997. Ça a été une année blanche chez nous, à la Tchouapa. Nous faisions partie de la République démocratique du Congo et à Kinshasa, ce n'était pas une année blanche. Comment un pays continent comme l'RD Congo, vous devez l'administrer, le gérer comme un Congo d'en face? C'est pratiquement impossible. Donc, il faudrait qu'on puisse prendre des décisions de manière relative. Là où il y a des cas élevés, on stoppe. Et là, il n'y a pas assez de cas qu'on laisse les gens continuer à vivre. Voilà ce que je peux vous dire. Et pour terminer, vous savez, nous sommes dans une démocratie naissante. Il y a aussi des conséquences au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que quand on parlait des chefs politiques, là, il y a aussi les problèmes des groupes politiques. Et ici, les groupes politiques, chez nous, on appelle les groupes parlementaires. Et ce sont des organes politiques qu'on consulte. Et ces organes, d'après notre règlement, l'article 54, sont constitués une fois la législature. Et une fois que vous avez constitué et que vous quittez votre groupe parlementaire, vous devenez non inscrit. Ce n'est pas vous devenez, mais vous restez non inscrit jusqu'à la fin de la législature. Ce sont des conséquences auxquelles les députés doivent s'attendre. Voilà comment je peux résumer la fin de notre émission. Et à la fin, j'ai une source. Nous sommes les 30. Après-demain, c'est bonne année. Je souhaite et présente en même temps mes meilleurs vœux et bonne année à mes électeurs de Bokungu. Et je leur demande d'avoir beaucoup d'espoir. Non seulement sur moi, mais sur l'avenir de notre territoire et de notre province de la Tchouapa. La Tchouapa n'est pas la dernière province. Il ne peut pas rester la dernière province de la République démocratique du Congo. Nous sommes une grande province avec des grandes personnalités qui sont aujourd'hui reconnues au niveau national. Je pense que c'est le moment de lever nos yeux et décider de se lancer au concert des provinces. Donc, bonne année, Naba Mama Nyonso ya Bokungu. Bonne année, Naba Ndeko ya Lofoma Mondje, Bofalanga, quartier Ikundaka, centre ville Nabiso ya Bokungu. Bonne année, na Bokungu Mobimbape na Bana Tchouapa. Merci mingi. Bana Bokungu Ikela, Bana Tchouapa, bonne année ngape na pesi bino. Botika la malamu. Mokolo musu toromo na pe na Tchouapa te. Likambote soki Nzamba Sungi toromo na. Merci beaucoup à l'honorable Patriarche Leola. C'est à moi de vous remercier et de dire grand merci à Télé 50. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons l'invité de ce matin. On marque une petite pause avant de dire au revoir définitivement tout de suite.